On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Voilà, donc bienvenue à tous dans cette webconférence où nous accueillons aujourd'hui le docteur Caroline Thomas, donc chef de service d'oncologie, hématologie et immunologie pédiatrique au CHU de Nantes. Aujourd'hui, on va aborder le thème du cancer pédiatrique avec le docteur Caroline Thomas. Je vous rappelle juste que la webconférence est enregistrée et du coup sera disponible en replay et qu'à la fin de l'intervention du docteur, nous pourrons échanger. Vous pourrez poser vos questions via le chat, avec l'onglet Converser ou directement sur les questions-réponses. Voilà, je laisse la parole au docteur Caroline Thomas. Merci bien. Donc, je vais vous présenter un petit diaporama où j'ai choisi en fait de vous parler d'une part des cancers de l'enfant en général, puisque c'est quand même très différent des cancers de l'adulte. Là, vous voyez mon écran là? Alors non, je pense qu'il faut refaire comme tout à l'heure, je ne sais pas. Oui, bon, alors, partager, écran partagé, partager, là. Oui, c'est bon. Il faut juste le mettre en mode diaporama et c'est parfait. Je vais l'agrandir. J'ai choisi d'abord de vous parler un peu de généralité sur les cancers de l'enfant qui sont quand même très différents des cancers de l'adulte. Et puis ensuite, de vous parler des filières de soins régionales, notamment au niveau de l'interrégion des Pays de Loire, qui nous intéresse et qui vous intéresse, je pense. Donc, quelques généralités pour dire que les cancers de l'enfant par rapport aux cancers de l'adulte, c'est vraiment, ça représente une très très faible quantité, puisque on estime aujourd'hui que 1700 enfants de moins de 15 ans et 700 jeunes de 15 à 18 ans sont pris en charge chaque année pour un cancer en France. Et donc, les cancers sont chez les enfants et les adultes et les adolescents des maladies rares. Près de la moitié surviennent avant l'âge de 5 ans. Il faut savoir que c'est quand même la première cause de décès par maladie chez les enfants. La première cause de décès global des enfants, c'est les accidents, mais par maladie, c'est les cancers. Et les cancers pédiatriques ne représentent que 1 à 2% de l'ensemble des cancers sur le territoire. Donc, ça, c'est un peu la même chose qui vous décrit un peu le risque de survenue chez les enfants de moins de 15 ans, c'est 1 sur 600, moins de 25 ans, 1 sur 285. Et ce qui est important, par contre, c'est le nombre d'adultes dans la population qui sont guéris d'un cancer qui est survenu dans l'enfance. Ça ne faut pas l'oublier. On estime qu'il y a à peu près 50 000 adultes qui vivent aujourd'hui et qui ont eu, quand ils étaient jeunes, un cancer dont ils sont guéris. Ils peuvent parfois d'ailleurs avoir des séquelles liées au traitement reçu. Ça, c'est un autre schéma qui vous montre l'incidence du cancer en fonction de l'âge et donc le nombre annuels par million. Vous voyez, là, c'est une vieille diapositive, mais enfin, c'est ce qui vous montre qu'il y avait quand même une certaine stabilité entre 1975 et 1995 de l'ensemble des cancers pédiatriques. On n'a pas observé vraiment d'augmentation très importante du nombre de cancers. Probablement ça a augmenté un tout petit peu, notamment pour le diagnostic de tumeurs cérébrales, mais probablement pas parce qu'il y a un nombre réel plus élevé, mais parce qu'on sait mieux faire les diagnostics et les moyens d'imagerie ont considérablement évolué dans les 30 dernières années. Il y a toujours une petite surreprésentation des garçons par rapport aux filles, et ça, c'est quelque chose qu'on sait, mais on ne sait pas l'expliquer précisément. Ça, dans toutes les tumeurs pédiatriques. Les cancers observés chez les enfants sont très différents des cancers observés chez les adultes. Et il s'agit très souvent des cancers qui sont dérivés de cellules embryonnaires, donc de cellules très jeunes qui sont très immatures et donc sont très différents des cancers de l'adulte qui sont plus souvent des cancers épithéliaux, par exemple, chez les adultes que chez l'enfant. En premier lieu, ce sont les leucémies, ce sont les cancers les plus fréquents chez l'enfant, puisque ça représente à peu près 30% de l'ensemble des cancers pédiatriques.
En deuxième lieu, donc là c'est en orange sur le camembert, ce sont les tumeurs cérébrales. Ensuite, vous avez les lymphomes, donc c'est aussi des cancers du sang, hein, puisque ce sont les ganglions qui sont atteints dans les lymphomes. Et puis ensuite, vous avez tous les autres types de tumeurs qui surviennent chez les enfants et qui sont beaucoup plus rares. Et alors, il y a les neuroblastomes, qui sont des cancers qui se développent aux dépens de la glande surrénalienne ou des ganglions sympathiques. Ça, c'est des maladies qu'on ne voit jamais chez les adultes. Les rétinoblastomes, ce sont des maladies de la rétine, hein, des cancers qui développent au niveau de la rétine. C'est pareil, qui ne se voient qu'à l'âge pédiatrique. Les tumeurs rénales, qui sont très différentes des tumeurs rénales, des cancers rénaux des adultes. Les tumeurs hépatiques, c'est aussi c'est ce qu'on appelle les hépatoblastomes, qui sont aussi fréquents, enfin, qui ne sont pas représentés chez les adultes. Et chez les adultes, c'est les hépatocarcinomes, c'est pas la même forme tumorale. Ensuite, il y a les tumeurs osseuses. Alors ça, c'est essentiellement les sarcomes d'Ewing et les ostéosarcomes qui se voient pour nous souvent chez les adolescents et à l'âge adulte, qui peuvent se voir également chez les jeunes adultes. Donc ça, c'est des tumeurs qui sont assez communes avec les adultes. Ensuite, on a les tumeurs des tissus mous, qui sont les rhabdomyosarcomes essentiellement chez les enfants. Et les autres, vous voyez, tumeurs germinales, carcinomes, qui sont faiblement représentés. Voilà en gros la dispersion des différentes maladies qu'on observe, donc des maladies rares pour toutes, avec les leucémies en premier lieu et les tumeurs cérébrales en deuxième lieu. La répartition des cancers en fonction de l'âge est différente on ne voit pas les mêmes maladies en fonction des âges. Vous voyez par exemple entre 0 et 5 ans, en rouge, les leucémies viennent en premier lieu, puis après les leucémies, vous voyez, avec les tranches d'âge diminuent. Et par contre, on voit plus de lymphomes chez les adolescents, en jaune. Ensuite, les tumeurs cérébrales se répartissent à peu près équitablement, mais diminuent après l'âge de 15 ans. Les tumeurs embryonnaires se voient beaucoup plus, en bleu, chez les petits enfants et diminuent avec le temps en grandissant. Il y a quand même donc 2 pics d'incidence en fonction de l'âge, hein, un pic vers l'âge entre 0 et 4 ans, puis après un deuxième pic vers l'adolescence. Et comme je vous disais tout à l'heure, une petite augmentation d'incidence dans tous les pays du monde depuis les années 70, entre les années 70 et 90, mais là, probablement qu'il y a eu un impact important de l'amélioration des techniques diagnostiques, et notamment des scanners, IRM. L'IRM n'existait pas en 1970 et probablement qu'on passait à côté de certains diagnostics. Les facteurs étiologiques, c'est toujours une question très importante puisque c'est ce que nous posent les parents quand on les rencontre et qu'on fait l'annonce diagnostique d'une maladie maligne chez leur enfant. Il faut savoir que chez les enfants, la majorité des cas sont des cas sporadiques, hein, c'est-à-dire que ça touche au hasard dans la population des enfants sans qu'on ne retrouve de facteurs ni génétiques ni environnementaux. Il y a quand même quelques facteurs environnementaux qui sont connus, comme les radiations ionisantes, hein, par exemple après les accidents nucléaires, les rayons ultraviolets qui peuvent aider à développer des cancers cutanés, les agents chimiques, hein, par exemple le distilbène qui avait été utilisé dans les années 70 et qui a favorisé quelques cancers de vagin. Qu'on connaît un peu mieux, c'est des virus, comme le virus EBV ou Epstein-Barr, qui est un virus qui est associé à certaines maladies malignes de l'enfant, notamment le lymphome de Burkitt, la maladie de Hodgkin, par exemple, qui est de manière assez régulière associée au virus EBV. Il y a aussi l'hépatite B, ça c'est vrai aussi chez les adultes, qui peut entraîner des problèmes au niveau du foie. L'exposition aux pesticides, hein, ce n'est pas encore formellement démontré, mais c'est suspecté, on va dire, pour le développement de certaines maladies, notamment des leucémies aiguës myéloblastiques et des lymphomes. Donc, finalement, en termes environnementaux, on n'a pas de... Il y a des études qui sont encore en cours, hein, notamment une étude qui s'appelle GeoCap, qui est réalisée par Santé publique France, qui essaye d'associer le lieu géographique d'habitation des enfants et la survenue de certains cancers, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à identifier un facteur précis. Il faut dire que ce n'est pas facile à réaliser parce que quand vous êtes dans un environnement,
vous avez toujours plein de choses près de vous. Vous avez des lignes à haute tension, vous avez des champs de culture avec des utilisations de pesticides, vous avez la qualité de l'eau, vous avez la qualité de l'air, etc. Et il peut y avoir plusieurs facteurs qui sont impliqués l'un avec l'autre. Et du coup, c'est assez difficile de mettre en évidence un facteur précis dans une maladie précise. Par exemple, vous savez, pour le cancer de la plèvre chez les adultes, ça a été assez long d'identifier les facteurs prédisposants, alors que finalement, on avait une maladie précise avec un toxique précis. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas, il y a des études en cours, mais on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres facteurs qui sont plus importants pour les cancers survenant à l'âge pédiatrique, qui sont des facteurs plus périnataux et des facteurs génétiques. On sait que, par exemple, il y a des Anglais qui ont démontré que le fait de faire beaucoup d'infections quand on est petit, ce serait peut-être un facteur protecteur, comme si le système immunitaire stimulé protégerait vis-à-vis de la survenue de certains cancers. Peut-être que l'allaitement pourrait jouer un rôle, mais c'est encore avec un point d'interrogation, vous voyez. Donc, on continue à chercher aussi dans ce domaine-là, dans les domaines périnataux, dans les facteurs périnataux. Et en ce qui concerne les facteurs génétiques, on connaît quelques maladies génétiques qui prédisposent fortement, pour le coup, aux maladies malignes. Par exemple, vous avez le syndrome de Li-Fraumeni, qui est une mutation d'un gène qui s'appelle P53. Vous avez le rétinoblastome, qui peut être associé à des formes familiales avec une mutation constitutionnelle, donc de l'ensemble du génome du gène qui s'appelle RB et qui prédispose au rétinoblastome. Il y a aussi certaines maladies génétiques qui augmentent le risque de cancer, notamment la trisomie 21, qui est une maladie quand même très fréquente. On sait que les enfants trisomiques font beaucoup plus de leucémie que les autres enfants. Le syndrome de Turner, le syndrome de Weidmann-Becquith, le syndrome de Noonan, qui sont des maladies génétiques rares et qui prédisposent à certaines maladies. Le néphroblastome, donc tumeur rénale pour Weidmann-Becquith, et les leucémies pour le syndrome de Noonan. Il y a encore un autre élément qui est important en pédiatrie, c'est que 85% des cancers de l'adulte n'existent pas chez l'enfant, ça je vous l'ai déjà dit. Et la sensibilité au traitement est très différente. Les tumeurs pédiatriques sont beaucoup plus sensibles que les tumeurs adultes, notamment la chimiothérapie, mais aussi la radiothérapie. Et donc, ça a pour corollaire des bons résultats au traitement que nous proposons. Et donc, finalement, en pédiatrie, on a une constellation de maladies rares avec une soixantaine de types de cancers différents de la naissance à l'adolescence. Et il y a une chose sur laquelle on travaille énormément en pédiatrie, c'est les risques de séquelles liés au traitement reçu, puisque les enfants ont un organisme en pleine croissance et donc on risque de créer des lésions définitives sur des organes en pleine croissance. Par exemple, l'utilisation de la radiothérapie chez les enfants, c'est toujours quelque chose qu'on fait avec précaution parce qu'il peut y avoir des séquelles importantes, notamment en termes de croissance osseuse si on irradie des os et de séquelles aussi neurocognitives si on irradie le système nerveux central. Et donc, les particularités pédiatriques des cancers de l'enfance sont qu'ils sont très chimiosensibles, très chimiocurables. La chimiothérapie est très souvent utilisée en traitement néoadjuvant, c'est-à-dire avant de proposer, par exemple, un traitement chirurgical dans une maladie maligne. Et on essaye de faire, dans la mesure du possible, une chirurgie non délabrante après la chimiothérapie. On essaie de limiter la place de l'irradiation qui est source de séquelles, surtout avant l'âge de 3 ans. Et puis, une autre chose qui est très importante, c'est que on met vraiment au centre du traitement l'intérêt supérieur de l'enfant, mais qu'il y a toujours une relation triangulaire, d'une part entre l'enfant, ses parents et l'équipe soignante, et que c'est très important d'établir un dialogue de confiance entre ces trois personnes, entre notamment les parents et l'équipe soignante, pour avoir un dialogue et puis
et puis réussir à avancer ensemble pendant toute la période du traitement qui un peu bouscule toute l'organisation familiale, comme vous pouvez l'imaginer. Alors ça, c'est un schéma qui vous montre les énormes progrès qui ont été faits entre les années 50 et les années 80 dans les traitements des leucémies aiguës lymphoblastiques. Vous voyez, c'est une courbe de survie, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez le pourcentage des enfants et à droite, le temps, enfin en bas, le temps par rapport au diagnostic. Et donc, le nombre d'enfants qui survivent par rapport au temps zéro où est fait le diagnostic. Et donc, vous voyez que là, on partait dans les années 50 de moins de 10% de survie dans les leucémies. On arrivait dans les années 80 à 75% environ. Et à l'heure actuelle, on est encore au-dessus de cette courbe. Là, vous voyez, par exemple, la survie globale dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de pronostic favorable, avec une survie globale à 5 ans de 97%, donc c'est quand même très élevé, et une survie sans événement à 90%, ça veut dire qu'il peut y avoir des rechutes, qu'on arrive à traiter les rechutes. Donc ça, c'est quand même un énorme progrès. Et ça, c'est le résultat des traitements dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, mais de pronostic intermédiaire. C'est-à-dire que quand on fait un diagnostic chez un enfant de leucémie, on les classe en fonction des facteurs cliniques et biologiques. Et donc, ils sont traités dans différents groupes de traitement. Et ça, vous avez sur ce schéma les résultats des traitements des leucémies aiguës lymphoblastiques de pronostic intermédiaire, avec quand même des résultats qui sont vraiment bons, qu'on essaie à ce jour encore d'améliorer. Et donc, quand on a des pronostics de maladies qui sont quand même bons, on essaye aussi dans les traitements, évidemment, d'améliorer le traitement des formes les plus graves et qui rechutent, mais aussi de diminuer un peu la toxicité des traitements qu'on donne en désescaladant un peu les traitements. Il y a encore malheureusement des problèmes qui ne sont pas résolus à ce jour dans les tumeurs pédiatriques, notamment les neuroblastomes, puisque c'est des formes, donc c'est des tumeurs qui touchent soit la glande surrénale, soit des ganglions parasympathiques et qui ne guérissent dans les formes métastatiques que dans à peu près 40% des cas, malgré un traitement très intensif et une chimiothérapie très lourde. Et les tumeurs cérébrales sont un deuxième problème, puisque malgré les progrès de la neurochirurgie, on a encore certaines formes de tumeurs cérébrales qui sont de mauvais pronostics et dont la chimiothérapie ne marche pas très bien, malheureusement. Et ensuite, un autre problème dans les tumeurs cérébrales, c'est la gravité des séquelles observées avec les traitements par chirurgie puis radiothérapie qui entraînent des séquelles un peu définitives sur le développement cognitif des enfants. Alors, comment progresser Peut-être, alors il y a plusieurs pistes évidemment, en essayant d'organiser des soins de meilleure façon, c'est-à-dire de donner aux enfants les meilleures chances de survie et de prise en charge à proximité de leur domicile, avec des relais entre les CHU et les hôpitaux de proximité grâce au réseau de soins. La deuxième piste, c'est d'essayer d'accéder à des thérapeutiques innovantes, des thérapies ambulatoires. Et donc, il y a eu beaucoup de nouveaux médicaments qui sont sortis ces dernières années, qu'on appelle des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, qu'on peut associer à la chimiothérapie ou alors donner de manière seule, en fait. Et donc ça nous a aidé notamment dans les leucémies. Il y a des nouveaux médicaments qui sont sortis récemment, ou des immunothérapies, et aussi une nouvelle technique de traitement qu'on appelle les CAR-T-cells, qui permet d'obtenir des rémissions dans des formes très graves de leucémie. Et donc, ça, on espère qu'on va continuer à progresser durant les prochaines années. Et puis ensuite, le troisième volet pour les progrès, c'est les progrès en médecine complémentaire, les traitements de la douleur, les traitements antibiotiques, les facteurs de croissance, les cellules souches hématopoïétiques qui nous aident à pouvoir faire passer des traitements qui sont assez toxiques et qui sont source d'effets secondaires, avec notamment les complications infectieuses. Quand vous faites de la chimiothérapie assez forte à des enfants, il y a des risques infectieux, et donc on a des très bons antibiotiques maintenant qui nous permettent de passer des caps d'aplasie. Et ça, c'est
L'organisation de l'oncologie pédiatrique en France, je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. Donc, il y a l'Institut national du cancer, bien sûr, qui organise la prise en charge du cancer enfants et adultes sur tout le territoire, avec des préconisations, des réunions de concertation multidisciplinaire qui sont obligatoires, des plans personnalisés de soins qu'on doit donner à tous les parents et les patients. Et pour ce qui concerne la pédiatrie, on travaille au sein d'une société savante qui s'appelle la SFCE, ou Société française des cancers de l'enfant et de l'adolescent. Et au sein de cette SFCE, auquel les oncopédiatres font partie, il y a des groupes de travail qui concernent chaque maladie. Et donc, souvent, un médecin qui fait l'oncologie pédiatrique appartient à un ou deux groupes de travail. Et plus récemment, il y a eu une organisation interrégionale avec donc un découpage, on va dire, du territoire national en 7 OIR, c'est-à-dire organisations interrégionales. Et l'organisation interrégionale de l'Ouest, ça s'appelle GOS. GOS pour Grand Ouest concerne l'enfant. Et là, ce réseau nous permet de travailler ensemble dans plusieurs CHU. Par exemple, là, vous avez dans GOS, vous avez le CHU de Nantes, de Rennes, de Brest, d'Angers, de Tours, de Poitiers, de Caen. Et 2 fois par semaine, on se réunit là en visioconférence. Là, c'était la visioconférence, par exemple, ce soir. Là, j'ai quitté à 18h pour venir faire la présentation. Mais tous les jeudis soirs, de 5 à 7, en gros, on a une visioconférence où on présente les nouveaux patients qui sont arrivés dans les différents CHU et on discute de leur traitement, ce qui permet de valider une prise en charge thérapeutique ou de discuter de complications ou d'effets secondaires, de choses comme ça. Et ça a un gage de qualité pour les enfants, pour leurs parents. Et quand les enfants arrivent dans le service, on leur donne des documents qui concernent cette organisation. Ils doivent donner leur accord en signant l'autorisation que le dossier de leur enfant soit présenté dans le cadre de ces réunions régionales. Et ça, je pense que ça a été vraiment un progrès dans les dernières années. Et donc, ça permet de faire bénéficier aux enfants des meilleures thérapeutiques. Et au sein de cette interrégion, on peut aussi être amené à faire circuler les enfants pour des prises en charge particulières. Par exemple, pour ce qui concerne Nantes et Angers, à Nantes, on prend en charge les enfants qui nécessitent d'avoir une greffe de moelle osseuse. Donc, les enfants d'Angers viennent à Nantes pour cette procédure qui est un peu particulière. Et en retour, les enfants de Nantes qui ont une tumeur cérébrale sont pris en charge au CHU d'Angers, sont opérés au CHU d'Angers dans le service de neurologie pédiatrique. Ce qui permet d'avoir une masse critique de patients plus importante et donc une meilleure expertise, parce que plus on fait, meilleur on est. C'est sûr que si on opère qu'une ou deux tumeurs par an, on est moins bon que si on en fait 10 ou 15 ou 20 par an. Et donc, on a pris l'habitude de travailler comme cela. Dans les autres interrégions en France, c'est organisé un peu de la même manière. Et au sein de ce réseau GOS, qui est une région interrégionale, on travaille vraiment en partenariat assez étroit avec le CHU d'Angers pour ce qui concerne les Pays de la Loire et donc les départements Maine-et-Loire, Vendée et Loire-Atlantique. Et donc, il a été développé un réseau régional qui s'appelle OncoPL, Onco Pays de Loire. Et donc, grâce à ce réseau, les enfants qui habitent par exemple en Vendée, qui habitent à La Roche-sur-Yon par exemple, donc le diagnostic est posé là-bas, l'enfant est adressé à Nantes pour démarrer le traitement. Ensuite, nous, on établit le plan de traitement, on présente le patient en RCP. Et une fois que son plan de traitement est bien prévu, il y a une partie des soins qui peut se faire à proximité de chez lui. Donc, il retourne à La Roche-sur-Yon pour, par exemple, quelques chimiothérapies, pour faire les soins du cathéter central, pour les transfusions. Quand il y a de la fièvre, ils ont un référent vraiment à proximité de leur domicile, sans altérer la qualité des soins. Et ça, c'est vraiment important pour nous de travailler comme ça en région, dans le cadre de la région et en réseau régional et interrégional. Voilà les acteurs du réseau. Donc, on a le CHU d'Angers, le CHU de Nantes, les centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon, de Saint-Nazaire, les centres de rééducation aussi à Angers et à Nantes. Il y a donc, pour d'autres centres de proximité, c'est Cholet, Laval, Le Mans, qui font certaines chimiothérapies. Évidemment, pour la radiothérapie, on travaille, nous, ici sur Nantes, avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, puisqu'on n'a pas de radiothérapie pédiatrique au CHU.
les radiothérapies de pédiatrie sont réalisées à l'ICI. Voilà. Je crois que j'ai quasiment terminé. Là, c'est pour juste vous réinsister sur le rôle du réseau régional qui est d'aider à répondre à cette double exigence en mettant en place un maillage entre les différents acteurs de la prise en charge des enfants. Et donc, favoriser la qualité de vie personnelle, familiale et sociale de l'enfant en étant soigné à proximité de son domicile sans altérer la qualité, l'expertise, la technicité des soins pluridisciplinaires grâce aux centres de référence qui sont dans l'interrégion. Voilà, je vous remercie. Et puis, ah oui, il y a un dernier axe qui concerne les réseaux, c'est l'axe formation avec des équipes ressources qui sont du coup formées. Et donc, on est amené, enfin, il y a des infirmiers, par exemple, chez nous, qui sont amenés à se déplacer dans les centres de proximité pour former à l'annonce, pour aider les infirmières à prendre en charge un cathéter central, faire les prélèvements sanguins, faire les chimiothérapies dans les hôpitaux de jour de proximité. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ma présentation. C'est juste une demi-heure et donc je suis disponible pour des questions. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous laisse du coup enlever le partage d'écran. Voilà, alors attendez. En bas, arrêtez le partage d'écran. Normalement. Bah là, je ne l'ai plus, mais bon, je vais attendez. Arrêtez la vidéo de la... Ah oui, ça y est. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Après, n'hésitez pas, je voyais que votre présentation, vous avez encore d'autres informations dedans, donc si vous avez encore d'autres choses, on ne veut pas vous couper. Hein. Mais en tout cas, je voulais juste rajouter de notre côté, à la Ligue contre le cancer de Vendée, on réalise des multiples actions pour accompagner les personnes malades et notamment du coup des soins de support, des activités de bien-être qui sont accessibles aux enfants. C'est pas réservé qu'aux adultes. Hein. Et surtout, du coup, comme on l'a vu sur votre carte, il y a sûrement, c'est certain, il y a des déplacements et d'autres coûts qui sont engendrés par les cancers chez l'enfant. Donc, on a des possibilités d'aider financièrement les familles. Et donc, c'est un dossier qui est prenable au niveau de l'assistante sociale qui vous le donne et qui ensuite nous le transmet à la Ligue. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Un mot de Laura Baron. Donc, bonjour Laura. Elle a mis je me souviens très bien de Laura. Voilà, Laura qui est une ancienne de vos patientes que vous avez suivie en 2013 pour une leucémie aiguë. Lymphoblastique à haut risque. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, malgré de nombreux effets secondaires des traitements. Ouais. Aujourd'hui, grâce à une greffe de moelle osseuse, je suis là et c'est le principal. Merci à vous. C'est très touchant pour commencer. Merci Laura pour ce témoignage. Donc, n'hésitez pas, même Laura, si tu as des questions ou les autres spectateurs. Donc, à les poser via le chat ou les questions-réponses. Moi, j'avais préparé quelques petites questions. Alors, tac. Alors, on souhaitait savoir un peu si est-ce que un cancer évolue plus vite chez l'enfant que chez l'adulte, où il n'y a pas forcément de... Alors, comme ce n'est pas du tout le même genre de maladie, comme je vous l'ai dit, souvent chez les enfants, oui, ça évolue beaucoup plus vite. Parce que c'est des cellules qui se multiplient rapidement, c'est des cellules embryonnaires souvent et qui se développent très vite. Mais à l'inverse, ça répond aussi très vite au traitement. Donc, c'est très différent. Non, oui, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, ça évolue beaucoup plus vite, mais ça répond aussi beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'une tumeur abdominale, par exemple, elle peut doubler en quelques jours chez un enfant. Vous voyez, donc, on peut passer à côté et puis une semaine après s'apercevoir qu'il y a
une boule dans le ventre et quand on la mesure, elle fait plus de 10 cm. On se dit, bah, c'est bizarre. Et ça, c'est une question que posent aussi tous les parents. Comment ça se fait, on s'en est pas aperçu avant? En fait, non, parce que quelques jours auparavant, elle ne faisait que 3 cm et qu'on ne s'en est pas aperçu forcément. Donc oui, ça va assez vite, mais l'avantage en corollaire, c'est que ça répond aussi le plus souvent très très vite au traitement. D'accord. Est-ce qu'un cancer peut-il se développer intra-utéro? Enfin, Ça peut. oui. Il y a quelques enfants qui naissent avec déjà un processus tumoral en cours. Il peut y avoir par des neuroblastomes néonataux. Il peut y avoir des leucémies néonatales, hein, ça existe. Il peut y avoir des tumeurs embryonnaires, des formes de rhabdomyosarcome qui se développent in utero. Et il y a même comment vous dire, des anomalies des cellules, par exemple sanguines, qui peuvent être présentes à la naissance mais sans manifestation clinique et qui peuvent après évoluer vers une leucémie quelques années plus tard. Ça, c'est des Anglais qui ont montré ça, vous savez, sur les petits cartons de Guthrie là, qu'on prélève à la naissance des enfants pour faire des dépistages de certaines maladies. Ils ont analysé des cartons de Guthrie d'enfants qui ont développé 3 ou 4 ans plus tard une leucémie aiguë lymphoblastique et ils ont montré qu'il y avait déjà des anomalies présentes sur les cellules sanguines à la naissance qui étaient en fait des cellules précurseurs de la leucémie qui est apparue 4 ans après. Donc oui, il peut y avoir des développements de cancer ou en tout cas de lésions précancéreuses in utero. Ce qui veut dire que quand on fait des études environnementales, par exemple, pour voir si l'enfant s'il y a un rôle de l'environnement dans le développement de la maladie, il faut aussi étudier toute la période anténatale et toute la grossesse. Et justement, pendant la grossesse, est-ce qu'il y a aussi des études sur le stress et l'anxiété de la mère? Ça n'a jamais été démontré. Ok. Ça marche. Est-ce que du coup, donc vous avez parlé un peu des facteurs de risque, donc au niveau de l'hérédité, vous disiez plutôt, vous pouvez revenir sur ce point, sur les cancers pédiatriques et l'hérédité, parce que c'est souvent une question qui est posée. Oui, ça c'est vrai. Donc la très grande majorité des cancers de l'enfant sont les formes sporadiques. Les formes sporadiques, ça veut dire qu'on ne trouve pas de facteurs génétiques ou de facteurs environnementaux, mais il y a un petit nombre de cas, à peu près 4-5%, qui sont liés à des facteurs génétiques de prédisposition au cancer et qu'on a pu hériter de ses parents. Alors l'exemple le plus anciennement connu et qu'on connaît très bien, par exemple, c'est le rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est le cancer de la rétine qui se développe souvent dans les 3 premières années de la vie. Et on sait que dans un certain nombre de cas, alors quand on étudie la tumeur, le neuroblastome, quand on analyse les chromosomes de la maladie, on voit qu'il y a une mutation d'un gène qui s'appelle RB. Et la mutation de ce gène existe sur les 2 allèles, c'est-à-dire sur les 2 gènes que vous avez hérités de votre père et de votre mère. Il y a une mutation sur les 2 gènes RB. Et donc là, ça favorise, quand vous avez la mutation sur les 2 gènes, ça favorise le développement de la maladie, donc quasiment 100% des cas. Et cette mutation sur les 2 gènes, il y en a une des 2 que vous avez pu hériter dans votre patrimoine génétique qui vient de vos parents. C'est-à-dire que la mutation de gène RB sur un des 2 chromosomes peut être héritée de vos parents. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir un parent qui a eu un rétinoblastome dans l'enfance, donc il est guéri, qui a une mutation du gène RB constitutionnel qui transmet à ses enfants. Et à ce moment-là, une transmission de la maladie des parents à l'enfant, comme si c'était une maladie génétique, autosomique, dominante. Voilà. Quand on fait un arbre généalogique, il y a des familles où il y a plusieurs cas de rétinoblastome. Donc, quand par exemple on fait le diagnostic d'un rétinoblastome, on recherche systématiquement cette mutation et il y a une consultation génétique qui est organisée pour voir s'il y a un risque de transmission après au sein de la famille. Et donc, s'il y a une mutation constitutionnelle, il faut faire des dépistages chez les nouveau-nés de la famille. Ok, c'est hyper intéressant. Si, c'est très... Enfin, pour moi, j'ai bien compris. N'hésitez pas, les spectateurs, à poser des questions si vous n'avez pas tout compris. On a une question de Marlène qui nous demande
Alors, ce qu'il en est de la préservation du sang de cordon ombilical, est-ce automatique maintenant? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que cette méthode pourrait permettre de sauver des vies pour compenser le manque de donneurs de moelle osseuse, par exemple? Alors, en fait, les banques, alors quand vous avez besoin d'avoir une greffe de moelle osseuse, il y a plusieurs sources de cellules possibles. Vous avez soit les frères et sœurs qui ont une chance sur 4 d'être compatibles au niveau HLA avec le patient malade. Ça, c'est les premières possibilités. Soit vous pouvez interroger ce qu'on appelle le fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse, qui est un fichier national, enfin, il y a un fichier national, puis il y a des fichiers internationaux, et donc ça, on peut les interroger facilement. Et puis, il y a une troisième source de cellules souches, c'est les sangs de cordon. On sait qu'à la naissance, il y a des cellules qui sont très immatures dans le cordon ombilical, et du coup, qui équivalent en fait à des cellules de la moelle osseuse. Et donc il y a des banques de sang de cordon qui se sont développées. Mais il y a parallèlement aussi des nouvelles techniques de greffe qui se développent, avec notamment des greffes qu'on appelle haplo-identiques ou semi-identiques, c'est-à-dire que de plus en plus, on peut faire une greffe sans trop de complications, en demandant à un parent, le père ou la mère, de donner de la moelle à ses enfants, avec des techniques de greffe un peu particulières, mais maintenant qu'on maîtrise de mieux en mieux. Donc finalement, quand on souhaite avoir un greffon de moelle, on en trouve dans la très très grande majorité des cas et on peut faire une greffe. Donc après, il n'y a pas forcément besoin de développer de manière plus importante les banques de sang de cordon parce que finalement, on a suffisamment, en tout cas pour la population caucasienne, c'est-à-dire originaire de France, on a suffisamment de donneurs. Ce qui pose plus de problèmes, c'est les donneurs, les patients qui sont originaires de pays étrangers où il n'y a pas de banque, par exemple l'Afrique subsaharienne, par exemple. Là, c'est souvent beaucoup plus difficile de trouver un donneur dans le fichier parce qu'il y a moins de donneurs inscrits originaires de ces pays. Du coup, on a plus de difficultés. Mais en règle générale, il y a 4 grandes banques de sang de cordon ombilical développées en France et ça m'étonnerait que ça se développe beaucoup plus parce que en fait, on aurait besoin plus de diversité, c'est-à-dire de gens originaires de vraiment du monde entier, plutôt que d'augmenter le nombre d'enfants qui naissent en France, parce que finalement, dans ce cas-là, il va y en avoir, ils vont être plus identiques entre eux, mais ce qu'il faudrait, c'est essayer de diversifier plus que ça. Voilà. Ok. Alors, on a Nadia qui est maman d'un petit Malon. Je ne sais pas si je le prononce bien, Malon, je crois, qui a 3 ans, pardon, post-greffe d'une leucémie myéloblastique. Et du coup, donc, je pense qu'elle rebondit sur la question précédente sur l'hérédité. Elle se demande si ça veut dire que son enfant peut transmettre à son enfant. Si je comprends bien, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Mais est-ce que si c'est pas forcément 100% sûr que Dans le cas d'une leucémie, c'est très rare que ce soit des formes génétiques. Il n'y a pas de transmission de la maladie des parents à un enfant. Enfin, de l'enfant à ses enfants, de l'enfant malade à ses enfants, ses futurs enfants. C'est certaines maladies très particulières. J'ai pris l'exemple du rétinoblastome parce que c'est assez caractéristique, mais même au sein du rétinoblastome, les formes familiales, elles sont rares, elles sont moins de 10%. Donc, mais on connaît des formes héréditaires du rétinoblastome. Dans les leucémies aiguës lymphoblastiques ou myéloblastiques, dans la très 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 grande majorité des cas, c'est hors tout contexte génétique particulier. Il y a donc la trisomie 21 qu'on connaît, il y a quelques maladies comme le syndrome de Noonan, enfin des maladies particulières qui prédisposent aux leucémies, mais c'est quand même très rare. Dans la très très grande majorité des cas, il n'y a pas de facteur génétique associé. D'accord. Donc, Marlène rebondit sur la question par rapport aux donneurs de sang de cordon. Donc, elle dit que dans son cas, le donneur fratrie n'était pas compatible, le donneur international ne l'a pas trouvé et le sang de cordon n'existait pas. La seule solution a été l'autogreffe. Voilà. Peut-être il y a longtemps. Je n'ai pas vu qui était la personne, mais c'était peut-être il y a longtemps. Aujourd'hui, il nous arrive de faire des greffes un peu identiques pour les leucémies qu'on ne faisait pas il y a encore 5 ans, on ne faisait pas. Vous voyez, ça a évolué aussi assez vite ces dernières années, le domaine de la greffe. Ok.
J'ai une question un peu plus grand public. Est-ce que si son enfant a un cancer, est-ce qu'il peut continuer pendant le traitement ou après le traitement, aller à l'école, faire ses activités d'enfant? Alors, durant le traitement, enfin, souvent, il y a le traitement se passe par, si je prends l'exemple d'une leucémie aiguë lymphoblastique, parce que c'est quand même une des maladies les plus fréquentes, le traitement se passe en plusieurs phases. Il y a une phase initiale d'hospitalisation de l'enfant durant un mois ou un petit peu plus dans le service. Puis ensuite, une phase de traitement semi-intensif pendant 4 à 5 mois. Et puis ensuite, un traitement de maintenance pendant 2 ans. Vous voyez, c'est un traitement qui est long. Pendant la phase initiale où il est hospitalisé, les enfants, évidemment, ne vont pas dans leur école, mais ils ont une prise en charge par des instituteurs et des professeurs de l'éducation nationale qui travaillent à l'hôpital. Donc, ils se mettent en lien avec l'école de l'enfant et donc, ils ont des cours à l'hôpital, soit dans la salle de classe, soit dans leur chambre. Et donc, ils peuvent suivre leur scolarité comme ça et très souvent, ils arrivent tout à fait à suivre et donc à poursuivre leur scolarité. Et quand ils ont fini le traitement intensif, pendant le traitement d'entretien, ils retournent dans leur école et souvent, ils n'ont pas perdu et ils peuvent reprendre avec leurs camarades. Il y a même des enfants qui passent le bac. Tous les ans, on a des bacheliers en service, qui passent le bac dans le service, le brevet, tout ça. Donc, la scolarité n'est pas complètement coupée. Au contraire, ça leur fait du bien de poursuivre, la scolarité. Ça leur change les idées et puis ça leur permet de ne pas avoir la double peine d'avoir à la fois une maladie grave et puis l'obligation de redoubler. En fait, le plus souvent, ils peuvent poursuivre une scolarité. Pour les ados, les jeunes adultes, c'est souvent un peu plus compliqué parce que s'ils ont commencé des études ou s'ils sont dans des filières très particulières, bon, bah, là, souvent, c'est vrai qu'ils peuvent être obligés de retourner, de redoubler une année s'ils sont dans une filière technologique où il y a des stages en atelier, des choses comme ça on ne peut pas faire à l'hôpital, évidemment, mais on peut au moins maintenir un niveau dans toutes les matières intellectuelles, enfin, entre guillemets, on peut avoir les cours à l'hôpital. Ok, très bien. On va attaquer les dernières questions. C'est un témoignage d'une maman, maman d'Anne-Laure, aujourd'hui à J31, post-greffe de moelle osseuse pour une LALBHR en rechute. Ma question est plus générale. Vous avez évoqué les courbes de survenue et de guérison des cancers pédiatriques jusque dans les années 1980. Je suis étonnée qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de registre des cancers pédiatriques par département. Donc, la question est, avez-vous, par rapport aux enfants accueillis dans votre service, une idée de l'évolution de leur nombre depuis 10 ans? Cela permettrait, à mon sens, de détecter les causes environnementales et les éventuels clusters. Alors, il y a un registre national qui s'appelle le RNCE, le registre national des cancers de l'enfant, qui existe et qui est localisé à Villejuif. Il y a eu des difficultés de fonctionnement durant les 2 dernières années, mais là, c'est reparti, ça fonctionne bien. Donc là, on a un registre national. Et en Loire-Atlantique, il y a un registre départemental des cancers de Loire-Atlantique. Et en Vendée, il y a un registre départemental des cancers en Vendée. Donc, on a la chance d'avoir ce double registre, en fait, pour nous. Et donc, ce registre existe. Et donc, simplement, ce qui est souvent critiqué, c'est la lenteur avec laquelle ils avancent. Mais il faut savoir que c'est compliqué de faire un registre parce qu'il faut pas avoir, pour ne pas rater de cas, il faut avoir plusieurs sources dans la déclaration des cas. Donc, c'est long d'avoir un registre vraiment exhaustif. Par exemple, les gens qui s'occupent du registre de cancer de Loire-Atlantique, ils considèrent que leur registre est exhaustif au bout de 2 ans de recherche. C'est-à-dire qu'ils vont interroger d'une part les hôpitaux, ils travaillent pas via la Sécu, ils ont plusieurs sources, vous voyez, d'informations. Et après, ils regroupent ces sources, ils enlèvent les doublons, enfin, ils analysent dossier par dossier, ça prend beaucoup de temps. Et il y a un très bon registre dans des cancers en Loire-Atlantique, mais ce n'est pas un registre en temps réel, hein, c'est un registre qui prend du temps et donc qui est vraiment exhaustif au bout au moins 1 an, voire 2, pour avoir une exhaustivité des cas. Donc, ça ne nous permet pas de pouvoir détecter en temps réel une augmentation brutale des cas, mais ça permet d'avoir une très bonne base des cancers de tous les tranches d'âge d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a la même chose pour la Maine-et-Loire, oui? À mon avis, il n'y a pas de registre départemental Maine-et-Loire, mais le Maine-et-Loire Après, travaille avec le registre national. Il n'y a pas de registre départementaux dans tous les départements. Mhm. Ok. Une dernière question beaucoup plus actuelle, qui est en rapport avec l'actualité plutôt. C'est une question qui est posée par Laura Baron, mais d'autres personnes se la posent, j'en suis sûre. Donc c'est par rapport au fait qu'elle ait eu un cancer. Est-ce qu'elle devrait se faire vacciner pour la Covid-19, pardon, parce est-ce qu'elle se demande si elle a des risques, elle a peur de faire un deuxième AVC. De toute façon, si elle travaille, je crois qu'elle travaille en milieu hospitalier, il me semble, Laura, enfin, je sais pas, enfin, je crois qu'elle devait, enfin, ça va être obligatoire pour elle, il n'y a aucune contre-indication. Il faut vraiment se rassurer parce que le vaccin ARN Pfizer, là, c'est un vaccin qui marche bien, c'est un vaccin ARN. Et, euh, il y a une très bonne tolérance, y compris chez les enfants de plus de 12 ans. Donc, chez les gens qui ont été traités il y a plusieurs mois, il n'y a aucun souci pour faire la vaccination. Chez les gens qui ont été traités très récemment, le seul risque, c'est qu'ils fonctionnent moins bien. Mais il n'y a pas de risque de toxicité particulier. D'accord, donc qu'on soit enfant ou adulte, qu'on ait eu un cancer il y a plusieurs mois, vous conseillez de se faire Ah vacciner. oui, oui. Ok, ça marche. Et ben, on terminera là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. N'hésitez pas, les autres personnes, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. On essaiera d'y répondre par mail. En tout cas, je vous enverrai le lien du replay par mail et également le lien de connexion d'inscription pour la prochaine webconférence qui se tiendra le 19 août et qui sera animée par le docteur Jean-François Fontenot, expert en immunothérapie. Donc une invitation voilà, avec le lien d'inscription vous sera envoyée. Je vous remercie encore le docteur Thomas pour cette intervention et merci à tous les éditeurs. Au plaisir de vous retrouver le 19 août. Merci. Merci, au revoir.